Bizarrement, j'avais jamais vu The Room. C'est maintenant chose faite. Excusez-moi. The Room, film américain écrit et réalisé par Tommy Wiseau et sorti en 2003, a aujourd'hui la réputation d'être le nanar ultime. Alors forcément, avec la prochaine sortie de The Disaster Artist de James Franco, qui raconte le tournage de The Room, le film a atteint, fait rarissime pour un nanar, la sphère grand public. Un grand public qui souvent ne sait pas vraiment ce qu'est un nanar. Un vrai, j'entends. À savoir, je reprécise, pas ces merdes calculées à la Sharknado. Non, un film qui n'a pas été étudié pour être mauvais, mais qu'il est à un point tel qu'il en devient involontairement sublime. C'est ça le karma. En fait, mater ce type de film, c'est une niche même parmi les cinéphiles, parce que mine de rien, pour entrer totalement dans le délire, faut maîtriser certains codes. C'est devenu raffiné, limite snob. Qui l'eût cru? Et bon, déjà, je confirme, The Room est un vrai nanar, ça, pas de doute. On a affaire à un mec à la Ed Wood, qui croit dur comme fer qu'il est en train de fignoler sa chapelle Sixtine. Et c'est aussi un petit peu particulier, parce que comme au fil du temps, The Room est devenu un nanar culte, et bah pour pas perdre la face, Tommy Wiseau a voulu faire croire que son intention de base, c'était de faire une comédie absurde. Non. Parce que The Room est un drame, un vrai, écrit à la sueur des battements de son palpitant sur l'écran noir de ce nu fauve. Je sais honnêtement pas ce que le film essaie de raconter, mais ça parle de tromperie, de tentative de meurtre, d'inceste symbolique, de relations toxiques, de violence infantile. Bref, c'est pas ton nanar random. Car contrairement à 98% des trucs torchés dans l'antichambre du Z, il a été mûrement réfléchi. C'est un projet de vie pour Wiseau. Ouais. You know what they say, love is blind. The Room raconte l'histoire de Johnny, joué par Tommy Wiseau, qui va se marier avec Lisa. Mais Lisa baille en sévère au fil de scènes de sexe qui fera rougir le plus Jean-Michel Cliché des clips de variétoche des années 80, elle veut le quitter. Et Lisa, c'est pas vraiment une bonne âme tiraillée par les affres des sentiments. Non, c'est plutôt une harpie de l'enfer qui ourdit des plans pour servir ses intérêts. Intérêts qui se limitent à ourdir des plans sans queue ni tête pour signifier au monde qu'elle existe, ce qui inclut forcément de cocher la case coucher avec le meilleur ami de Johnny, Ken, Mark. Johnny l'apprend, pas cool. Fin. L'escalade fut rapide. Et là, sapristi, spoiler, dégraissé le pilori? Non, rassurez-vous, ce n'est pas un film dont on spoil l'intrigue. Tout l'intérêt, c'est la manière dont cette intrigue est racontée. Et oh bon Dieu, quelle manière! Juste dans ce film, rien ne va, c'est ahurissant. Si vous l'avez déjà vu, je vous apprends rien, mais juste... Waouh! Les dialogues systématiquement à côté, les plans improbables qui s'étirent à l'infini, genre ça, mais c'est long, monte mec, c'est très long, c'est flou. Les incrustations toutes pétées sur fond radioactif, les arcs narratifs zombifiés, genre ce mec inutile qui pendant une bonne minute te raconte intégralement une scène purement inutile du début. Oui mec, on était là, scoop, c'était inutile, et tout se vers... Sans compter les scènes narrativement importantes qui, elles par contre, sont totalement évacuées. Genre la révélation pour Johnny que Lisa est une menteuse compulsive qui l'accuse de la frapper. Bon Dieu, mais c'est le point charnière dans le film et dans leur relation. En toute logique, c'est l'échange essentiel à montrer. Non. Sans transition. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. J'imagine que ça va. Bref, on est sur le cahier des charges classique du nanar de luxe, avec bien sûr en prime l'acting atroce. Mais là où The Room se démarque réellement, c'est sur sa dose anormalement élevée de ce que j'appellerais une magie nanardesque. Cette magie des moments qui te retournent ta réalité. Et c'est rare. Prenez ce moment où Johnny et Mark discutent dans un coffee shop. Comment faire la transition avec la précédente scène? Le truc un minimum sensé, c'est un plan large qui nous indique qu'un peu de temps a passé, puis un insert qui nous indique qu'on est dans un coffee shop, puis bim, Johnny et Mark en train de discuter à une table. Point. Logique, non? Sauf que là, il se trouve qu'on se tape 25 secondes de clients random avec un perchman qui est parti en post-clope, suivi par 17 secondes de Johnny et Mark qui passent leur commande. Ça paraît pas grand chose comme ça, mais 42 secondes de rien, de vrai rien, je veux dire, dans un film, c'est long. C'est très long. Parce que là, c'est pas une contemplation sur le temps qui passe, l'emprise du quotidien, ou l'intensité de ce mec qui veut vraiment bien prendre la commande. Il veut bien faire là. Non, je vous jure, ça a l'air d'un détail, mais ça m'obsède. Qui sont ces gens? Quel est leur projet? Où sont-ils maintenant? Qu'est-ce qui a mené un groupe d'humains devant un banc de montage à ça? Du coup, je pense que le vrai rebelle au final dans cette histoire, c'est Rian Johnson, c'est le réalisateur. Attends, fais gaffe là. T'as vu que t'étais sur le clavier? Merde! Tiens. Merci. Export Donc, lancé. l'incarnation. Je crois qu'en fait, c'est pour ça que j'aime autant les nanars. C'est comme une sorte de rituel pour exorciser l'absurdité du monde. Et ça fait du bien. Mais tout ça, ça a déjà été dit, et beaucoup de fois. Depuis notamment la vidéo du Nostalgia Critique, il y a quelques années sur The Room, le film est devenu un phénomène, une sorte de Rocky Horror Picture Show du nanar. Et s'en est logiquement suivi un océan de chroniques qui se sont extasiés sur l'absurdité du machin. Et la question qui me turlupine, c'est comment aujourd'hui l'aborder? Parce qu'une fois que cette première vague de chroniques est passée, une fois que le tampon nanar est appliqué, on peut juste plus faire une critique en mode « Oh bah dis donc, mais c'est pas très bon ?» Sans déconner! En fait, plus largement, est-ce que c'est possible de faire une vraie critique ciné d'un vrai nanar? Parce que là, on met les pieds dans un univers particulier où les valeurs sont inversées, où ce qui est à la base mauvais devient un gage de qualité. Et quand on y pense quand même, c'est assez incroyable.
bien c'est rare dans l'histoire de l'art. Unique? Est-ce que c'est unique? Tenez, prenez ce moment, la transition où les 4 gonzes en smoking chambrent leurs potes, puis partent faire des passes. Eh bien, mesdames et messieurs, voici le seul moment du film où un truc fonctionne bien au premier degré. Le gag vaut ce qu'il vaut, mais pendant une seconde, on a vraiment l'impression qu'il y a une complicité entre eux, la coupe arrive au bon moment, et on enchaîne avec une bonne énergie. C'est fluide. Mais le truc, c'est que dans ce film, ça a fini par presque me déranger. Parce que comme on n'est plus sur le même système de valeurs, ça devient dissonant. Comme si le film avait créé ses propres règles d'absurdité et ne les respectait soudainement plus. Bon, cela dit, j'ai toujours pas compris ce qu'il fout en smoking. Ce qu'il faut comprendre avec The Room, c'est qu'il n'a simplement pas été conçu selon des schémas de pensée classiques. C'est le moins qu'on puisse dire. There's too many weirdos there. I don't mind. Oui, certes. Et le paradoxe pourtant, c'est que les influences de Wiseau, genre Tennessee Williams, sont ultra classiques. Ce n'est pas un film qui s'est loupé juste parce que le talent, le goût et les conditions n'étaient pas réunis. C'est un film qui, surtout, vient d'ailleurs. Stagne, la famille, tout ça. Et face à ça, on fait quoi? A priori, on a 2 options. Soit on raconte le film en faisant des blagues jusqu'à la fin des temps, soit on essaye de lui trouver des qualités sérieuses, quitte à repousser les limites de la mauvaise foi, et peut-être sur un fou à taper juste par-ci par-là. Par exemple, prenez ce moment où la mère annonce son cancer du sein et où Lisa a l'air de s'en tamponner. Look, don't worry about it. Everything will be fine. Dans l'absurdité de ces dialogues, la scène paraît complètement risible, mais face à un personnage complètement dénué d'empathie, ça devient la tragédie d'une mère qui pourrait même avoir inventé un cancer pour provoquer un semblant d'émotion chez sa fille. C'est horrible. Et c'est pas tout. Bah oui, la répétition nauséeuse des scènes de sexe en mode power ballade des années 80. Bim! Ça montre la fantaisie dans laquelle s'enferment Johnny et Lisa, chacun prisonnier de ses illusions super kitsch. Et Lisa vit d'ailleurs le truc de la même manière qu'elle soit avec Johnny ou Mark, ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'amour, mais d'accumulation compulsive. Et le code couleur des robes, vous avez vu le code couleur des robes? Mais quelle audace, bon Dieu! La passion et la mort, Eros et Thanatos, Ken et Barbie, l'emprise de la mère. C'est un film sur le mal-être, l'impossibilité de communiquer, l'appel du vide. Et quand il apprend la tromperie de Lisa, Johnny fait quoi? Il fait comme si de rien n'était. Œuvre sur les ravages du déni, la terreur d'accepter ses responsabilités, où les marques d'amitié deviennent un appel à l'aide sans espoir. Et comme on ne va pas s'en sortir sans un parpaing de mise en abîme, qu'est-ce que dit la mère dans cette scène? What are these characters doing here? Qu'est-ce que ces personnages font ici? Pas des gens, des personnages. Prends-toi ça, la montagne sacrée. La vie est un fantasme chaotique, et nous sommes tous des pions hagards sur la scène du manège de l'échiquier du désarroi le plus désarmant. D'ailleurs, vous saviez que le film avait d'abord été écrit comme une pièce de théâtre? Hein? Moi non plus. Regardez ça, mais regardez! Ces personnages qui entrent en scène comme des comédiens de sitcom. Vous croyez que c'est un hasard? Tiens, ça me rappelle Rabbit de David Lynch. Et... Mon Dieu, mais... cette sensation d'ailleurs? Ce timing étrange? Ces échanges vides qui foutent le vertige? Comme un cauchemar où chacun sera en train de monologuer dans son coin? Alors, j'annonce, si je sors d'ici sans savoir ce qui différencie Tommy Wiseau et David Lynch, je vais mal le vivre. Bon, beaucoup de choses heureusement. Parce que même si Lynch nous emmène ailleurs, pour foutre en l'air notre système de référence, il commence par en faire sa base, puis il le pervertit. On est perdu, mais on sait à peu près d'où on est parti. Ces dissonances, elles représentent sa vision du monde, mais il les maîtrise en tant que dissonance. Wiseau, lui, il est à des années-lumière de ça. On sait pas d'où il vient, ni où il va, et ces dissonances pour lui, ce sont pas des dissonances. L'imagination et le talent mis à part, ce qui différencie les deux, c'est que Lynch maîtrise un langage alien. Wiseau est un alien. Mais comme je crois qu'au fond on est tous un petit peu aliens, paradoxalement, ça le rend encore plus humain. Et c'est là que c'est beau. Something awful is gonna happen. Bref, qu'on fasse un résumé lolesque ou qu'on essaie de traiter un vrai nanar sérieusement, le truc c'est qu'on le fait par rapport à nos standards, pas ceux du film. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'un nanar est ressenti comme tel. Sauf que quand on fait de la critique ciné, on a beau donner tôt ou tard son avis subjectif, il faut aussi questionner ces standards. Tout ce qui dans notre histoire et notre environnement forge notre regard, notre manière de communiquer, et fait qu'on considère tel truc comme beau, moche, bon ou mauvais. C'est arbitraire tout ça, bien sûr, et on ne peut pas appliquer la même grille de lecture à tout. Ça dépend aussi des intentions d'auteur, du type d'œuvre, de l'époque, etc. Et je suis pas en train de dire que relativisme, tout se vautre à la poète. Je dis juste que si une civilisation alien découvre The Room longtemps après notre disparition, ils sont tout à fait foutus de le considérer comme notre Joconde. Et selon leurs standards, ils auront pas tort. Ils auront pas tort. Donc, si on inverse les valeurs du film, est-ce qu'on doit aussi inverser la manière de faire de la critique ciné? Jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, si on arrive à parler le même langage que le film, si on change de code, les dissonances qui nous fascinaient, elles disparaissent. Dans ce nouvel univers, le nanar redevient un film entre guillemets normal. Entre guillemets. Et on revient à la case départ. Faire une vraie critique ciné d'un vrai nanar, c'est presque un non-sens. Ça peut être intéressant, et parfois corriger des injustices, mais ça revient à détruire son essence même de nanar. Sincèrement, dans l'absolu, je suis même pas sûr que The Room soit un mauvais film. Ça va au-delà. C'est peut-être ça, le point de non-retour. Le moment où la critique ciné n'est plus possible. Le moment où notre regard fait basculer le film de l'autre côté. Où l'on prend conscience que nos systèmes de valeurs, ils tiennent finalement pas à grand-chose. Ouais. C'est vraiment devenu un truc de snob, les nanars.
Il faut que je comprenne. Oh, hi, Mark. Et merde. Choo 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 choo.